I'm happy to pass on to Michel Cordillo and his paper on the International in the United States, 1869 to 1876. Alors, lors du colloque de 1964, dont il a déjà beaucoup été question, les États-Unis ont le privilège de faire l'objet de 2 communications, mais qui, malheureusement, n'ont apporté qu'un éclairage partiel sur la réalité dans ce pays. Et donc, il m'a semblé intéressant d'essayer de proposer aujourd'hui quelques réflexions d'ensemble en m'appuyant sur les travaux qui sont parus depuis. Alors, bien que courte, l'histoire de l'AIT aux États-Unis a été riche et originale, et sans doute, à bien des égards, elle a constitué l'expérience nationale la plus internationale et la plus transnationale. Et je vais essayer d'expliciter cet apparent paradoxe. Donc, implantation tardive, puisqu'après plusieurs tentatives avortées, la section 1, qui est une section de langue allemande, est implantée officiellement à New York début décembre 1869. La section 2, qui est une section de langue française, est implantée toujours à New York en juin 1870. Et la section 3, qui est une section tchèque, également implantée à New York quelques semaines plus tard. Donc on voit que d'emblée, cette implantation s'appuie sur les communautés immigrées, ce qui va d'ailleurs provoquer une réaction du Conseil général qui craint que l'international apparaisse comme une organisation étrangère aux États-Unis. Peu après, d'ailleurs, des liens vont se nouer avec diverses organisations radicales américaines. Donc au total, l'AIT va compter aux États-Unis environ 4000 membres réels, pas forcément cotisants, mais réels, ce qui n'est pas rien, répartis dans une 60aine de sections, soit 20 sections allemandes, 18 sections anglophones, dont 3 irlandaises, 17 sections françaises, une section espagnole, une section tchèque, deux sections tchèques et une section italienne. Donc vous voyez, c'est une expérience assez originale. Donc faute de temps, je vous renvoie à mon texte écrit pour tout ce qui concerne les raisons et les conditions de cette implantation tardive. Alors compte tenu de sa date de fondation tardive aux États-Unis, le premier moment de vérité pour les internationaux américains, c'est la guerre franco-prussienne, qui survient donc quelques semaines après la fondation de la 2e et de la 3e section française et tchèque. Dès la proclamation de la République à Paris, le 4 septembre 1870, Allemands et Français, plus quelques Américains, vont se mobiliser à New York pour organiser des meetings et condamner publiquement le bellicisme, exiger une paix sans annexion, ainsi que la reconnaissance du nouveau régime. Première chose à noter, l'opinion publique américaine, qui est encore traumatisée par la guerre civile dont elle vient de sortir, qui a été terrible, va suivre tous ces événements avec la plus extrême attention. Et donc, ces manifestations d'internationalisme concret qui se produisent à New York et qui reçoivent une assez importante publicité dans la presse vont bien entendu recueillir un fort écho médiatique dans tout le pays. Premier résultat, fondation dans les semaines qui suivent de plusieurs sections nouvelles. Ce qui commence à poser un problème, tout de suite. Ce problème, c'est qu'il devient urgent de coordonner le travail de sections où l'on parle des langues différentes. D'où la décision, alors assez rocambolesque, mais je ne rentre pas dans les détails, décision de créer un comité central nord-américain qui va devenir le véritable organe exécutif de l'AIT aux États-Unis. Donc décision prise en décembre 70 et très vite, ce comité va se mettre au travail, alors dans des conditions très difficiles parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils vont quand même réussir à se faire entendre à quelques occasions, notamment lors d'une arrivée assez turbulente et assez médiatisée de Fenians irlandais qui viennent d'être libérés des prisons anglaises et qui débarquent aux États-Unis. Là encore, on aura 3 sections irlandaises un petit peu plus tard. Donc, si la guerre franco-prussienne permet à l'AIT de sortir de l'ombre aux États-Unis, la Commune de Paris
qui va donc survenir au printemps 71, va braquer sur elle le feu de tous les projecteurs, car c'est peu dire que l'événement va se révéler clivant aux États-Unis. Tandis que la grande majorité des Américains réagit négativement à la Commune, y compris d'ailleurs dans les milieux ouvriers, l'événement va susciter l'adhésion enthousiaste des internationaux et inciter une poignée de radicaux américains à rallier publiquement l'AIT, notamment le célèbre abolitionniste Wendell Phillips. Et à partir de là, l'organisation va connaître un essor certain, comme en attestent plusieurs choses. D'abord, le succès des premières collectes qui sont effectuées très vite au profit des communards vaincus, pour leur venir en aide, et surtout le décollage du nombre des sections, qui va passer de 6 en mai 1871 à 35 fin novembre, avant d'atteindre 47 au printemps 1872. Le point haut, ou le moment de gloire, si vous préférez, de l'AIT aux États-Unis va être l'organisation, alors pas par la section 12, mais par une partie des autonomistes, la section 9, la section 12 et surtout les sections françaises, d'une manifestation géante à la mémoire de la Commune qui va se tenir à New York le 17 décembre 1871 et qui est sans doute à l'époque pratiquement la plus importante du monde, puisque ce dimanche-là, dans Manhattan, vont défiler des milliers de manifestants dans une forêt de drapeaux rouges qui suivent un catafalque avec honneur aux martyrs de la République universelle, entouré d'anciens combattants de la Commune, certains en uniforme, etc., avec tout un décorum, des soldats noirs, des banderoles diverses, des sociétés, y compris cubaines d'ailleurs, allemandes, irlandaises, etc. Tout le monde est là. Et surtout, sur le trottoir, il y a des dizaines de milliers de spectateurs, qui ne sont pas vraiment participants, mais ils sont là, et surtout, contrairement à ce que la police s'attendait plus ou moins à voir, espérait plus ou moins voir, il n'y a pas d'incident. Ces spectateurs sont intéressés, intrigués et plutôt bienveillants dans l'ensemble. Grâce au télégraphe électrique, l'événement fait le lendemain matin la une de tous les journaux du pays. C'est-à-dire que l'Amérique tout entière découvre avec stupéfaction que des milliers et peut-être même des dizaines de milliers de communards et d'affidés ont défilé dans New York derrière des drapeaux rouges. Ça leur a fait un choc. Cette impression de montée en puissance est toutefois trompeuse. Si toutes les sections, donc de différentes sections de langue et les différentes sections qui sont aux quatre coins du pays désormais, partagent en théorie les mêmes objectifs à long terme, parce que là, il y a des divergences de vues considérables, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais sur ce qu'il convient d'entendre par émancipation des travailleurs ou socialisme, il existe aussi des différences stratégiques essentielles. Si bien qu'après plusieurs semaines de conflits larvés à l'automne 71, le comité central nord-américain éclate en deux conseils rivaux, début décembre 1871, alors même, et là il faut commencer à jongler avec des chronologies, une double chronologie, alors même qu'en Europe, l'unité de l'AIT apparaît très sérieusement menacée suite à la conférence de Londres. Et donc c'est paradoxalement au moment même où elle vient de remporter son premier grand succès populaire que l'unité de l'AIT se brise outre-Atlantique. Alors les choses, en apparence, comme toujours, sont simples. Vous avez d'un côté la gardienne autoproclamée du temple de l'orthodoxie socialiste et qui prône le renforcement de la discipline, une faction qui s'autodésigne sous le terme de centraliste et qui regroupe essentiellement les internationaux de langue allemande menés par la section 1 qui se réclament de Marx. Donc fraction centraliste qui entend s'ériger en rempart contre une autre fraction qualifiée d'autonomiste, emmenée par les sections américaines 12 et 9, qui sont considérées comme perverties par les idéologies petites bourgeoises, réformistes, voire dégénérées. Je renvoie à l'image de Victoria Woodhull. Et au milieu, prise entre deux feux, 10 sections françaises, mais qui représentent quand même un tiers des adhérents. Sauf que, évidemment, comme l'a bien montré Hubert Perrier, les choses simples
ne sont pas simples du tout. Et derrière la fidélité autoproclamée et proclamée des socialistes à l'égard de Marx et leur ouvriérisme à tout crin, il existe des pratiques extrêmement contradictoires. En fait, les gens de la section 1 ont une histoire, sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir, mais ils ont une histoire, et cette histoire a fait qu'ils se sont trouvés échaudés par leur expérience américaine. Ils ont notamment été extrêmement déçus par l'évolution de la National Labor Union, qui était la première grande fédération syndicale américaine, qui avait envisagé d'adhérer à l'international. Ce n'est pas fait parce que William Silvis est mort. Mais le résultat, c'est que, échaudés par ces expériences, et notamment les expériences politiques qui ont tourné un petit peu en eau de boudin, les centralistes se refusent obstinément à envisager, alors, disent-ils, en l'état présent, mais on verra que par la suite, ça va se prolonger pendant plusieurs décennies, ils refusent d'envisager toute forme d'engagement politique ou électoral. Donc, évidemment, contrairement à ce qui a été prôné, ou enfin, plus que prôné, qui a été voté par la conférence de Londres. Alors que dans le même temps, les autonomistes américains, donc censés être plus proches des opposants de Marx, et notamment des opposants proches de Bakounine, les autonomistes américains, eux, ne veulent pas détruire l'État. Ils veulent le démocratiser à l'extrême, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et non seulement ils ne partagent pas le refus des anti-autoritaires européens de participer à l'action politique, mais eux prônent, et donc conformément à ce que veut Marx, la formation d'un parti politique, lequel aurait vocation à rassembler tous les radicaux, pas seulement les travailleurs, pour porter un vaste ensemble de réformes en faveur des ouvriers, mais aussi des femmes, des noirs, des coopératives, etc. Donc en fait, l'arrivée en force des sections américaines tout de suite après la Commune a posé la question de l'américanisation du socialisme. Et la vraie question désormais est de savoir si les schémas élaborés en Europe et discutés en Europe peuvent être transposés aux États-Unis tels quels, ou bien s'il est nécessaire de réfléchir pour élaborer un programme prenant en compte les traditions démocratiques nationales. Alors les dissensions vont créer un effet de trompe-l'œil parce qu'elles vont se cristalliser autour de la section 12 et de ses propositions jugées provocatrices, y compris sa revendication d'être reconnue comme la section principale aux États-Unis. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe au sein du Conseil autonomiste, le Conseil de Spring Street, on voit très bien que l'influence dominante n'est pas en fait exercée par la section 12, mais elle est exercée par la section 9. Alors pourquoi ? Parce que la section 12 va rapidement se désintéresser des affaires internes de l'international pour porter à l'extérieur son projet à elle. Alors que la section 9, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est une section ouvrière, avec beaucoup de syndicalistes et des responsables syndicaux, alors que la section 9, elle ne cède rien, reste dans le cadre de l'AIT et va proposer à la fois une stratégie électorale et syndicaliste en phase avec les traditions américaines. Donc le problème est qu'en revendiquant des étiquettes qui sont identiques à celles qui désignent les deux factions qui s'opposent en Europe, à savoir centralistes et autonomistes, les deux groupes américains vont contribuer à brouiller les pistes en laissant penser que leurs désaccords sont en fait une déclinaison des désaccords européens, alors qu'en fait il s'agit de deux processus aux origines et aux enjeux totalement distincts. À cette division politique, donc, qui recoupe largement une division ethnique, puisque on a, en gros, les immigrés allemands contre les éléments anglophones. Il convient d'ajouter les hésitations des sections françaises. Un tiers des syndicats, un tiers des adhérents de l'AIT. Les sections françaises ont pour principale préoccupation le secours aux communards vaincus. C'est ça, dans l'immédiat, qui les préoccupe. L'arrivée à New York de quelques 200, peut-être 300 réfugiés de la Commune a permis à un groupe bien organisé, discipliné, à savoir les blanquistes, de s'assurer très vite
en l'espace de quelques semaines, par un processus que j'ai un petit peu étudié de près, de s'assurer un leadership de fait sur les sections francophones de l'AIT et sur leur journal, enfin le principal de leurs journaux, parce qu'ils en ont 4 en fait dans aux 4 coins du pays, mais le principal journal qui s'appelle Le Socialiste. D'où la contradiction suivante. Depuis la conférence de Londres, les blanquistes, au sein du Conseil général, sont les plus fidèles alliés de Marx. Et ils vont le rester jusqu'au congrès de La Haye. Tandis qu'à New York, les centralistes allemands qui se réclament de Marx refusent l'idée, qui est absolument essentielle aux yeux des blanquistes, de constituer un parti politique. Alors que les autonomistes, qui eux, en théorie, sont contre Marx, sont pour la constitution d'un parti politique. Que peuvent faire les Français? Bah, rien. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont entre deux feux. Ils n'arrivent pas à prendre parti dans ce conflit qui déchire l'AIT aux États-Unis. De son côté, le Conseil général va temporiser pendant plusieurs mois avant de donner finalement raison aux centralistes en mai 1872 et en suspendant la section 12 avant qu'elle soit exclue au congrès de La Haye. Mais au moment où il finit par se décider, les choses sont arrivées à un stade tel aux États-Unis que les divisions sont devenues insurmontables. Alors on a d'un côté les centralistes, refusant l'action politique, qui se focalisent exclusivement sur leurs activités syndicales, et encore dans les milieux germanophones. Tandis que, alors, dans le camp autonomiste, il y a des désaccords. La section 12 s'occupe de son projet. La section 9, elle, se pose en concurrente directe sur son terrain de la section 1, avec pour objectif de lancer un parti travailliste local. Mais faute d'avoir su accepter ces vues par le congrès du Labour Reform Party, ils vont revenir un petit peu dans le giron de la section 12 et participer à l'aventure électorale de Victoria Woodhull. Voilà, alors je passe sur les péripéties qui suivent jusqu'au congrès de La Haye et la décision de transférer le Conseil général au congrès et aux États-Unis. Donc, d'une certaine manière, ça se fait évidemment dans les pires conditions possibles. Le combat fratricide continue de faire rage, le mouvement américain revendicatif syndical est en déclin, et donc le noyau de l'international va se réduire progressivement. Les centralistes, quelques syndicats germanophones, qui sont à l'abri de la barrière de la langue, alors qu'ils vont lancer des expériences, et notamment le syndicat des cigariers va devenir un laboratoire social, sur une forme de syndicalisme progressiste d'inspiration socialiste, avant de virer mal. Voilà, l'automne 73, terrible crise économique, dernier sursaut des internationaux qui vont participer au mouvement des chômeurs qui va commencer un fort début de mobilisation, mais ça va mal se terminer lors d'une grande manifestation qui est convoquée à Tompkins Square en janvier 74 et qui est dispersée par la police parce que les autorités craignent des émeutes. Donc voilà, cet échec marque globalement la fin de l'AIT aux États-Unis. Le dernier épisode se jouera à la conférence de Philadelphie qui décide la dissolution officielle de l'AIT. Donc, brève existence aux États-Unis. On peut considérer, d'une certaine manière, que l'histoire de l'international aux États-Unis est assez bien connue. Mais la vraie difficulté est maintenant de dresser le bilan d'ensemble de cette expérience. Alors, quel impact sur le mouvement ouvrier organisé, sur le mouvement socialiste et plus généralement sur l'opinion publique américaine? Je m'attarderai peu sur les deux premiers points qui ont été longuement étudiés par Perrier et Timothy Messer-Cruz. Ils ont montré, et d'autres aussi d'ailleurs, que certaines idées portées par les autonomistes vont continuer à faire leur chemin au sein des grands mouvements réformateurs des Knights of Labour, ou encore comment certains militants issus du camp autonomiste vont jouer un rôle déterminant dans l'élaboration des conceptions syndicalistes et révolutionnaires de l'IWPA, l'International Working People's Association, très connu pour son implication dans les événements de Chicago en 1886. Perrier et Messer-Cruz ont d'autre part montré comment certains anciens centralistes
tels Strasser ou Gompers, vont à l'inverse progressivement dériver vers des positions pan-syndicalistes jusqu'à se faire les apôtres du syndicalisme pur et simple de l'AFL. Enfin, leur contribution est essentielle pour comprendre la place occupée par l'AIT au sein de l'histoire du socialisme états-unien. Ce qui est important à retenir, je crois, c'est que l'exclusion des autonomistes ayant empêché l'émergence d'un socialisme véritablement autochtone, véritablement américain, les 25 années qui vont suivre, la disparition de l'international vont être marquées par l'hégémonie presque sans partage du socialisme allemand qui va contribuer à donner du socialisme l'image d'une idéologie un-American, c'est-à-dire non-américaine, voire anti-américaine. Alors là, j'ai un problème parce que j'ai plus qu'une minute et j'ai la partie la plus importante de mon texte. Parce que moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est la question de l'impact de l'AIT sur l'opinion publique américaine. Et là, c'est un sujet quand même qui mérite un moment d'attention. Bref, retour en arrière est nécessaire. Durant la première moitié du XIXe siècle, les Américains vont revendiquer avec fierté les origines révolutionnaires de leur nation. Ils sont prêts à soutenir tous ceux qui, dans le monde, se battent contre l'absolutisme, pour la liberté, etc. Si bien que le Printemps des peuples, par exemple, est applaudi aux États-Unis. Sauf que l'unanimité commence à se lézarder dès l'insurrection ouvrière de juin. Et on peut dire qu'à partir de cette date, le spectre du communisme va aussi commencer à hanter l'Amérique. Et après, en une génération, on va voir un basculement se produire, renversement complet de perspective. L'idée de révolution cesse d'être associée à la notion de progrès démocratique en général pour devenir synonyme de désordre social. D'où une transformation complète des représentations dominantes dans l'opinion publique américaine. Alors le moment de rupture, il est très précisément situable entre 1871 et 1877. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte où les États-Unis, qui viennent de confronter une guerre sanglante, qui est désormais confrontée à une période agitée, celle de la reconstruction, avec la peur du désordre social et surtout du désordre racial. Cette peur va gagner du terrain rapidement, conduisant l'opinion publique à intérioriser à une transformation de l'héritage républicain au nom d'une relecture darwinienne de la réalité sociale. La Commune arrive là. Et donc, la Commune est perçue comme un avertissement de la menace universelle que représentent désormais les classes ouvrières pour la propriété, l'ordre, voire pour la République elle-même. Et donc, la Commune va déclencher une hystérie véritable, il suffit de lire la presse américaine de l'époque, et dans ce contexte délétère, on imagine assez facilement que la manifestation de New York, plus quelques autres, plus l'arrivée très médiatisée aux États-Unis de quelques dizaines ou quelques centaines de communards, va pas contribuer à apaiser les esprits, on va dire. Et quand en 1877 éclatent des grèves terribles, semi-insurrectionnelles dans les chemins de fer, eh bien, on peut dire qu'une page s'est définitivement tournée. L'esprit de conservation l'a emporté définitivement sur l'esprit de progrès, y compris dans les classes populaires. Donc les masses américaines, d'une certaine manière, toute la population américaine est prête à se ranger à la croisade réactionnaire pour le contrôle de la loi et de l'ordre. Et évidemment, l'attitude des groupuscules socialistes survivants, leur militarisation, leur germanisation, leur phraséologie révolutionnaire, là encore, va pas aider, on va dire. Donc, le changement que je viens de vous décrire très rapidement, et dont vous lirez plus de détails dans mon papier, a bien entendu été beaucoup plus le produit d'une évolution historique propre aux États-Unis que la conséquence directe de l'action des internationaux. Mais ces derniers n'y sont pas restés étrangers. Et si bien qu'au bout du compte, c'est dans sa dimension symbolique qu'il faut chercher la marque durable de l'action de l'Association internationale des travailleurs sur le sol américain.